Salut tout le monde! Maintenant qu'on fait le deuil de la motion de censure, il faudrait qu'on commence à se demander à quelle sauce on va être mangé lors du budget 2026. C'est quand même symptomatique de la situation bloquée qu'on vit actuellement. Les macronistes, qui ont réussi par des manœuvres à se maintenir au pouvoir exécutif, n'ont plus aucun autre projet politique que de le garder jusqu'à 2027. Et ensuite, advienne que pourra. Ils ne proposent de fait plus grand chose, plus de réformes structurelles particulières, plus de projets de société disruptifs parce que c'est notre projet. Non, tout ce qu'ils ont, c'est leur bilan, la politique de l'offre, et tout faire pour le protéger. Résultat, le seul véritable moment politique qu'il reste, c'est les lois de finances à la fin de chaque année. L'occasion pour la droite de maintenir sa politique de l'offre, pour la gauche d'essayer de proposer une nouvelle orientation, et pour l'extrême droite de faire n'importe quoi, vu que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ça change rien pour eux dans les sondages. Bref, aujourd'hui, le budget, c'est le moment le plus politique de l'année, et vu comment on est parti, ça le sera probablement jusqu'à 2027. Et en vrai, pour la gauche, c'est pas si mal. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, les revendications politiques sur lesquelles la gauche est la mieux identifiée, c'est des réformes économiques et budgétaires, la taxe Zuckman, l'abrogation de la réforme des retraites, le remplacement d'une politique de l'offre néolibérale par une politique de relance néo-keynésienne, la baisse de la CSG, la refonte complète de l'impôt sur le revenu, je pourrais continuer comme ça. Et comme le Rassemblement national est complètement aux fraises sur ce terrain, le budget, c'est le moment où les idées de gauche peuvent entrer dans le débat public et où tout le monde est obligé de se positionner dessus. C'est pas pour rien que le contre-budget proposé par le Parti socialiste à la rentrée a eu autant d'écho, avec des sondages montrant que les citoyens français y étaient massivement favorables. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour cette raison que le Parti socialiste a refusé de censurer Sébastien Lecornu. Se priver de l'examen du budget, c'est aussi se priver du meilleur moment pour la gauche de mettre ses idées au centre du débat et de forcer tout le reste du spectre politique à se positionner dessus. C'est peut-être bien le meilleur moment pour gagner la bataille culturelle. Ou pas, parce qu'il faut rappeler que si les socialistes ont topé avec les macronistes il y a quelques jours, c'est parce qu'ils ont eu deux promesses. Un, une promesse de suspension de la réforme des retraites, et deux, une promesse que le budget serait élaboré par le Parlement. Sauf qu'il faut ici rappeler un élément constitutif de la politique qui a été menée ces 8 dernières années, les macronistes mentent. Tout le temps. Idéologiquement, le macroniste est un pur produit de la Ve République, et en ça, il hérite d'ailleurs directement du gaullisme. C'est l'idée de mener une politique pragmatique, qui ne se veut ni de droite ni de gauche, mais s'articule autour d'un leader charismatique qui réunit la nation au-dessus des clivages traditionnels. Bon, bien sûr, il y a l'idée et l'application elle diffère pas mal de l'idée pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est aussi que dans la tradition de la Ve République et dans l'idée macroniste, c'est Macron qui décide. Et j'entends par là que le mot compromis ne fait pas partie de son vocabulaire. C'est une chose dont on ne se rendait pas compte lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron parce qu'il avait une majorité absolue. Donc de toute façon, il n'avait pas besoin de faire des compromis, vu que l'Assemblée votait tout ce qu'il voulait sans broncher. Mais depuis 2022 et qu'il s'est retrouvé dans une situation de majorité relative, la situation n'est plus du tout la même. Même si Elisabeth Borne, sa première ministre en 2022 et 2023, parlait beaucoup de trouver des accords texte par texte, et l'a vraiment fait sur certaines lois, dans la réalité, les macronistes ont simplement utilisé tout ce que permettait la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale pour obtenir 100% de ce qu'ils voulaient, 100% du temps. Y a pas de majorité sur la réforme des retraites? Pas grave, on utilise le 49.3, comme ça pas de vote, et on achète la non-censure des Républicains avec quelques promesses pour leur clientèle électorale, les retraités, promesses qui seront de toute façon supprimées par le Conseil constitutionnel. Y a pas de majorité sur la loi immigration? Pas grave, on valide toutes les demandes de la droite et de l'extrême droite en matière de droit du sol, de séjour ou d'AME, et ensuite on laisse le Conseil constitutionnel éliminer tout ce dont on voulait pas. La gauche et l'extrême droite ont désormais une majorité pour abroger la réforme des retraites. Pas grave, on fait de l'obstruction pendant leur niche parlementaire en déposant plein d'amendements pour qu'il n'y ait pas le temps d'aller au vote. La gauche social-démocrate a une majorité relative à l'Assemblée nationale et la logique républicaine voudrait qu'on lui confie la formation d'un gouvernement. Pas grave, on nomme un Premier ministre de droite et on compte sur la division de l'opposition entre gauche et extrême droite pour ne pas se faire censurer tout de suite. Faut prendre conscience de cette réalité aussi absurde qu'elle puisse paraître. Les macronistes n'ont plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale depuis 2022 et ils ont fait aucune concession.
Pas une seule. Ils se sont toujours démerdés pour pas avoir à les faire. Alors oui, le coût politique de cette stratégie du « on utilise tous les artifices possibles et imaginables pour contourner les règles de l'Assemblée nationale et obtenir exactement ce qu'on veut 100% du temps », il est considérable. Après 2022, les macronistes se sont effondrés électoralement, que ce soit aux européennes, aux législatives, ou dans les derniers sondages sur les prochaines élections législatives ou présidentielles. On se dirige vers une disparition totale ou partielle de ce camp politique. Mais pour eux, tant qu'ils restent au pouvoir jusqu'à 2027, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut prendre très au sérieux le projet de budget qu'ils ont déposé à l'Assemblée nationale. Ils ont bien l'intention d'utiliser tous les moyens qu'ils ont en leur possession pour le faire appliquer tel quel. Le projet de budget préparé par les macronistes pour 2026 est encore pire que celui de 2025, qui était déjà encore pire que celui de 2024. La fuite en avant budgétaire, elle est ici. Depuis quelques années, la politique de réduction massive des impôts des grandes entreprises et des plus hauts revenus a creusé considérablement le déficit de l'État. Le problème est simple, ces aides massives et non suivies aux entreprises n'ont pas eu d'impact économique significatif. Donc pour les caisses de l'État, ça a été une perte sèche. Face à ce creusement du déficit, la solution des macronistes a donc été la suivante. Puisqu'il est hors de question de remettre en question notre politique en revenant sur des allègements fiscaux massifs, on va faire des économies en rabotant autant que possible l'État-providence. Et depuis 2024, c'est ce qu'ils font. Chaque budget a été un budget d'austérité budgétaire qui a raboté l'État-providence. Et vous savez quelle a été la conséquence de ces coups de rabot? Eh ben, exactement l'inverse de ce qu'espérait le gouvernement. Faut comprendre une chose, c'est que ces coups de rabot dans l'État-providence, ils font baisser le pouvoir d'achat des ménages. Du coup, ces ménages, les personnes comme vous et moi, consomment moins, ce qui fait baisser les revenus des entreprises et ralentit la croissance. Et du coup, les revenus récoltés par les impôts et par les taxes sont moins importants. Et cette baisse des recettes de l'État, elle creuse le déficit. Alors à force de saigner tous les budgets, on peut finir par obtenir une baisse du déficit. Sauf qu'elle a un prix. Et ce prix, c'est de laisser le pays complètement exsangue. C'est notamment ce qu'il s'est passé en Grèce dans les années 2010. Contraint par l'Union européenne à une cure d'austérité drastique, le pays a vu sa situation sociale et économique se détériorer considérablement et il vient à peine de passer sous la fameuse barre des 3% de déficit au prix d'une population ultra précarisée. À côté de ça, on a l'Espagne qui est arrivée au même résultat avec une politique de relance, une augmentation des bas salaires, un encouragement de l'immigration, et au final, le pays a vu son niveau de vie augmenter et ses inégalités se réduire. Après, vous choisissez le modèle que vous voulez. Et il est clair qu'aujourd'hui, les autorités françaises veulent davantage s'inspirer du modèle grec que du modèle espagnol. Baisse de l'aide au développement, baisse du budget, des sports, de la jeunesse, de la culture, gel des prestations sociales, gel des salaires dans le public. En d'autres termes, c'est les fonctionnaires, les retraités et les précaires qui vont casquer. Et qu'en est-il des ménages les plus aisés et des grandes entreprises largement épargnées jusque-là? Eh bah, la même chose que d'habitude. Leur charge fiscale devrait même baisser par rapport à 2025. Diminution de la surtaxe à l'impôt sur les sociétés réalisant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, pas d'augmentation de la contribution différentielle sur les revenus, et une petite taxe sur les holdings, mais qui ne touche pas aux biens professionnels. Ah, et accessoirement, il y a assez peu de chances que ce budget fasse baisser le déficit, en tout cas autant que prévu. En effet, il se base sur des hypothèses de croissance optimistes qui ne prennent pas vraiment en compte la baisse de consommation dont on a parlé plus tôt. Tout comme le budget 2025, on est sur un budget qui va faire peser la quasi-totalité de l'effort sur les classes moyennes et populaires, qui verront leur pouvoir d'achat, l'éducation de leurs enfants, l'accès aux soins en cas de maladie, l'accès aux loisirs et à la culture se détériorer encore plus. Bien sûr, tout ça porte un nom, ça s'appelle une politique de classe, en faveur de la haute bourgeoisie française, qui non seulement pourra continuer à mener le même train de vie, mais ça de toute façon même la gauche n'ose pas le remettre en question, mais surtout verra sa richesse et donc son pouvoir sur nos vies continuer à s'accroître davantage. Du côté de la gauche social-démocrate, on répond à ça assez mollement. Du Parti socialiste à la France insoumise, on ne propose pas de remise en question fondamentale des inégalités, de la richesse des ultra-riches ou même de l'économie de marché. On propose juste de continuer à utiliser la croissance pour mener une politique keynésienne, comme en Espagne, où on ponctionne un peu plus de la richesse des plus grandes fortunes pour renforcer le filet de sécurité sociale des plus précaires. Taxes Zuckman, suspension ou abrogation de la réforme des retraites, relance par la consommation.
L'objectif de cette politique, restaurer l'État-providence avant qu'il ne meure pour de bon, faire augmenter le niveau de vie des plus précaires et donc faire baisser la pauvreté, et utiliser l'augmentation des recettes de l'État pour faire baisser le déficit. On reste sur une politique capitaliste sans réforme structurelle importante, ni sur le plan économique ni sur le plan social, mais elle est infiniment moins dure socialement que celle des macronistes. Maintenant, comment on fait passer ça dans un parlement sans majorité absolue ? La gauche va faire comme en 2024, elle va proposer plein d'amendements partout où elle pourra et espérera en faire voter une majorité pour rendre ce budget un peu plus humain. Le RN, lui, va probablement adopter la même stratégie ambiguë que la dernière fois, voter ou s'abstenir sur les amendements de la gauche, mettre en avant d'autres économies sur la baisse de l'immigration et la baisse de la contribution à l'Union européenne, et à la fin, soit voter contre le budget parce que trop à gauche, soit s'abstenir parce que trop à gauche. Cette première lecture du budget a peu de chances d'être adoptée. La gauche votera probablement pour, les macronistes et LR probablement contre, et le RN soit votera contre, soit s'abstiendra. En tout cas, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. Mais si, par miracle, il était adopté, par exemple avec une abstention des macronistes sous la pression du PS, il aurait une énorme valeur symbolique. La gauche pourrait faire valoir que les représentants du peuple ont validé son budget et ils pourraient servir de ça pour aller dans toutes les matinales et claironner que c'est leur budget qui doit être adopté. Mais que la première lecture du budget soit adoptée ou non, elle survivra pas au Sénat. Le Sénat, majoritairement à droite, proposera au contraire une lecture beaucoup plus dure et austéritaire, probablement la même au minimum que celle que propose le gouvernement actuellement, et c'est même pas sûr que la suspension de la réforme des retraites, défendue par le PS et lâchée par le gouvernement, survive. Et à la fin, on fera une commission mixte paritaire, donc une réunion majoritairement composée de députés et sénateurs de droite, qui pourront faire grosso modo ce qu'ils veulent, et en réalité, quoi qu'il se passe avec le budget, c'est là que tout va se jouer, et que le rôle du Parti Socialiste va être déterminant. Alors du coup, deux possibilités, soit la CMP vote le texte du gouvernement, soit un budget d'austérité très dur avec éventuellement la suspension de la réforme des retraites pour faire plaisir au PS, soit le PS et les macronistes négocient un budget de compromis avec le PS qui menacera de censurer s'il n'obtient pas un certain nombre de revendications. C'est une possibilité qui dépend de la volonté politique du PS et de l'instinct de survie des macronistes. Et comme on l'a vu ces derniers mois, les deux sont très aléatoires. En fait, pour moi, il y a trois scénarios principaux qui peuvent sortir de tout ça. Scénario 1, un budget ultra austéritaire avec l'abstention du RN et du PS négocié avec quelques compromis, ce qui est possible et peut mener à une censure ou non en fonction de à quel point le PS cède des carpettes. Scénario 2, un budget de centre-gauche, libéral-keynésien, négocié entre les macronistes et le PS et qui permettrait au gouvernement Lecornu d'obtenir un nouveau sursis. Et par ailleurs, si ça arrive, je pense que vous pouvez oublier toute élection législative anticipée avant 2027. Et enfin, scénario 3, un budget ultra-austéritaire sans compromis à part peut-être éventuellement la suspension de la réforme des retraites, qui sera rejetée par l'Assemblée, puis passée en force par ordonnance par Lecornu, et suite à quoi il y aura probablement une motion de censure du PS et des législatives anticipées. Évidemment, du côté du Parti Socialiste, c'est le scénario centre-gauche qu'on recherche. Il leur permettrait d'augmenter leur crédibilité politique et de montrer leur capacité à gouverner. Accessoirement, il les mettrait dans une bonne position pour reprendre le leadership à gauche en vue de 2027, sans avoir à s'allier de nouveau avec la France Insoumise, ce qu'a priori ils veulent à tout prix éviter. Le scénario 3, donc les macronistes font aucun compromis et passent le budget par ordonnance, il serait pas forcément catastrophique pour eux, parce que ça leur permettrait de montrer que eux ont joué selon les règles, et que c'est les macronistes qui, encore une fois, ont trahi leur parole. C'est surtout le scénario 1 qu'il faut éviter pour le PS, parce que si les macronistes réussissent à faire passer un budget en n'ayant fait quasiment aucun compromis, et en ayant joué le jeu des règles de l'Assemblée, en le faisant voter, par exemple avec l'abstention du Rassemblement National, les socialistes se retrouveront pris à leur propre piège, et ça, pour le coup, les électeurs pourraient bien ne pas leur pardonner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce bourbier. Si c'est le cas, vous pouvez toujours faire un don à la chaîne, le lien est dans la description, et c'est ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos. À la prochaine!